Bonjour à tous. Merci de continuer à suivre le cours avec moi. Dans cette deuxième partie du cours graphe 7, je vais tout d'abord expliquer les règles d'évolution du graphe 7, puis je vais expliquer les graphes 7 à séquence unique. Ensuite, je vais terminer cette deuxième partie du cours graphe 7 par un exercice qui va englober les différents points traités dans la partie 1 et les points que je vais traiter dans cette deuxième partie. À l'ensemble des règles de syntaxe ou bien d'écriture que nous avons vues dans la partie 1, s'ajoutent 5 règles d'évolution du graphe 7. La première règle, c'est l'initialisation. En effet, tout graphe 7 doit comprendre obligatoirement une étape initiale. Quand l'étape initiale est inactive, ici on parle d'automatisme à l'arrêt. Quand elle est active, on parle d'automatisme opérationnel mais au repos. Je vais donner un exemple pour bien comprendre la règle. Donc par exemple, si j'ai un distributeur de boissons, donc, si le distributeur de boissons n'est pas branché au secteur électrique, je parle de distributeur à l'arrêt. Cependant, maintenant, s'il est branché au secteur électrique, je parle de distributeur opérationnel au repos. Donc, le distributeur, il est en attente qu'une personne vienne demander une boisson. La deuxième règle, c'est le franchissement d'une transition. On dit qu'une transition est franchissable si la transition est validée et si la réceptivité qu'on lui associe est vraie. Par exemple, ici, dans l'exemple 1, T1, la transition T1 est valide. Pourquoi elle est validée? Parce que les étapes qui la précèdent immédiatement sont actives. Cependant, elle est non franchissable. Pourquoi? Parce que sa réceptivité est fausse. Dans le deuxième exemple, T1 est validé et la réceptivité est vraie. Donc, la transition T1 devient franchissable. Dans la règle numéro 2, nous avons vu à quel moment une transition devient franchissable. Dans cette règle numéro 3, nous allons voir ce que va engendrer le franchissement d'une transition. Donc, le franchissement d'une transition engendre automatiquement la désactivation de toutes les étapes précédant immédiatement la transition et l'activation de toutes les étapes suivant immédiatement la transition. Par exemple, ici, dans l'exemple numéro 1, la transition T1 est validée. Effectivement, elle est validée parce que les étapes immédiatement précédentes sont actives. Sa réceptivité est vraie, donc elle est franchissable. Ensuite, dans l'étape 2, T1 est franchi. Le franchissement de T1 a engendré l'activation de l'étape X3 et la désactivation de l'étape X1 et X2. La règle 4 est l'évolution simultanée. La règle dit que plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Donc, pour bien comprendre la règle, je préfère donner un petit exemple. Avant de commencer l'explication de cet exemple, je préfère mentionner une fois qu'une transition est franchissable, elle doit être immédiatement et obligatoirement franchie. Tout de suite, elle doit être franchie. On ne doit pas attendre. Donc maintenant, je commence avec la première transition ici. Pour que cette transition soit franchissable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que déjà la transition soit valide. Ça veut dire X1 est active. Ça veut dire X1 est égal à 1. Ensuite, cette réceptivité doit être vraie. Pour que la réceptivité soit vraie, il faut que X20 soit vrai. Donc, l'étape X20 active. Et A, la variable logique A, doit être vraie. Donc, A est égal à 1. Ensuite, pour que ça soit franchissable, X20 doit être active. A doit être vrai et X1 doit être vrai. Ça veut dire l'étape X1 doit être active. Donc, si on prête attention à ces deux conditions, elles sont pareilles. Donc, automatiquement, les deux transitions, celle-ci et celle-ci, sont simultanément franchissables. Au même moment, elles deviennent franchissables. Au même moment, simultanément. Ensuite, une fois qu'elles deviennent franchissables, ça veut dire qu'elles doivent être directement franchies et au même moment, simultanément franchies. Donc ensuite, la règle numéro 4, elle va nous donner la possibilité de subdiviser un graphe 7 en un ensemble de diagrammes indépendants.
Maintenant, on a ces deux graph sets, petits graph sets indépendants, ces deux exemples de graph sets indépendants, et on a ce graph set complet. Donc ça, c'est équivalent à ça. Donc ça, c'est un diagramme global, et ça, c'est des diagrammes indépendants qui reflètent le même, qui vont nous donner plutôt le même résultat que ce diagramme. La règle numéro 5, c'est l'activation et la désactivation simultanée. La règle dit que si une même étape doit être à la fois activée et désactivée, elle reste toujours active. Par exemple, ici, j'ai l'exemple. La transition T1, elle est franchissable. Pourquoi? Parce que la réceptivité est égale à 1, elle est toujours vraie. Et l'étape immédiatement précédente est active. Donc, elle est valide. Le franchissement de T1, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer l'activation de l'étape 4 et en même temps, la désactivation et l'activation de l'étape 3. Donc, automatiquement, l'étape 3 va être toujours active avant le franchissement de T1 et après le franchissement de T1. Il existe plusieurs séquences de base du graph set. Dans cette partie, je vais tout d'abord expliquer c'est quoi un graph set à séquence unique ou bien c'est quoi un graph set linéaire. Ensuite, je vais clôturer ce cours par un exercice qui va englober la totalité des choses que je viens d'expliquer. Donc, un graph set linéaire est un graph set où chaque étape est reliée à une seule transition. Chaque étape est reliée à une seule transition et chaque transition est reliée à une seule étape. Donc, un graph set linéaire a la forme suivante. On ne peut pas trouver deux étapes liées à une seule transition ou bien une étape qui est liée à deux transitions. Dans ce genre de graph set, il est impossible de trouver deux étapes actives en même temps. Une seule étape peut être active à la fois. On passe maintenant à notre exercice. Je vais tout d'abord lire l'exercice et je vais expliquer le principe de fonctionnement au fur et à mesure. Un chariot se déplace sur un rail et permet de chercher des produits à 3 endroits repérés par 3 capteurs S3, S4, S5, puis revenir à son point de départ repéré par le capteur S2. Donc ici, on a un chariot qui va se déplacer sur le rail. Donc, il va chercher des produits à 3 endroits différents. Ces endroits sont repérés par des capteurs qui sont S3, S4, S5. Donc, quand on appuie sur le bouton de départ du cycle S1, le chariot va se déplacer jusqu'à S4, puis revenir en arrière jusqu'à S3. Ensuite, il va avancer jusqu'à S5 où il va marquer un temps d'arrêt de 30 secondes. Enfin, il revient à son point de départ S2. Donc ici, quand j'appuie sur le bouton de départ cycle, mon chariot va se déplacer à droite. Il va arriver au point S4. Comment je sais qu'il est arrivé au point S4? C'est le capteur S4 qui va être activé. Ensuite, il revient à gauche, jusqu'au capteur S3. Ensuite, il se déplace à droite jusqu'au capteur S5. Une fois qu'il arrive ici, il va marquer un temps d'arrêt de 30 secondes. Ici, c'est une temporisation. Il va s'arrêter pendant 30 secondes. Ensuite, il va revenir à son point de départ. Vous avez ici la trajectoire. Maintenant, la première question, c'est définir les capteurs et les actionneurs. Et la deuxième question, définir le graph set. Donc, je vais essayer ici de répondre aux questions de l'exercice. La première question était de définir les actions et les capteurs du système. Donc ici, on a deux actions, l'action se déplacer à droite et l'action se déplacer à gauche. J'ai noté l'action déplacée à droite par D+, et l'action déplacée à gauche par D- pour éviter d'écrire tout le texte dans les actions du graph set. Donc ensuite, on a 5 capteurs, un capteur externe, donc c'est un bouton poussoir S1, et 4 capteurs internes liés au système, c'est le capteur S2, S3, S4 et S5. Maintenant, je vais commencer à faire mon graph set. Donc un graph set, tout graph set commence par une étape initiale.
Donc, j'ai bien expliqué tout à l'heure que l'étape initiale, l'identifiant de l'étape initiale ne doit pas être forcément un 0. On peut prendre n'importe quel identifiant. L'identifiant peut prendre n'importe quelle valeur. Ensuite, pour que le système fonctionne, je dois cliquer sur le bouton poussoir départ cycle. Voilà. Ensuite, une fois que je clique sur bouton départ cycle, donc S1 aura comme valeur logique 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon chariot va se déplacer à droite. À quel moment il va s'arrêter? Quand le capteur S4 est activé. Ça veut dire quand S4 est égal à 1. Une fois qu'il atteint S4, qu'est-ce qui va se passer? Il va se déplacer à gauche jusqu'à S3. Une fois qu'il atteint S3, il va se déplacer à droite jusqu'à S5. Une fois qu'il atteint S5, qu'est-ce qui va se passer? Il doit marquer un temps d'arrêt. Il doit faire une temporisation, il doit rester sur place 30 secondes. Maintenant, les temporisations sont définies sur les transitions. Une temporisation, on doit la définir sur une transition. Cependant, j'ai déjà expliqué qu'une liaison orientée ne peut pas lier deux transitions. Elle doit lier une étape à une transition, ensuite une transition à une étape. Donc, on est obligé ici d'ajouter une étape. Pour suivre les règles de syntaxe, on est obligé ici d'ajouter une étape. L'étape, on peut ne pas associer d'action à l'étape et ça devient une étape d'attente. Ou bien on peut lui ajouter une action. On va écrire ici temporisation. Les deux solutions sont justes. Ensuite, là, je vais poser ma temporisation. Donc, j'ai dit que la temporisation s'écrit comme suit. Donc, je mets toujours T, /. Ensuite, quelle est l'étape qui est en attente? C'est l'étape X24. Combien elle va attendre? 30 secondes. Ensuite, une fois le temps est achevé, qu'est-ce que je vais faire? Le chariot, il va se déplacer à gauche jusqu'à S2. Une fois qu'il atteint S2, le cycle peut à nouveau recommencer. La deuxième partie du cours Graph 7 est terminée. Je vous remercie de votre attention. J'attends bien sûr vos questions auxquelles je vais répondre avec plaisir.